Ah. Il y a un indice dans le décor sur une des news. Donc, les news. Vous l'avez deviné. Je parlais de Mars Code Aurora. Il n'y avait pas de métal hurlant, mais si vous voulez, on en parle. Hein. Mais ça me faisait marrer parce que c'est le dernier métal hurlant, il y a Vacances sur Mars. Ouais, on était bon, on était dans le thème. Mais du coup, oui, Mars Code Aurora, il va y avoir un supplément qui va bientôt sortir. Le supplément s'appelle l'escalade de la violence. Et donc, bon, Mars, vous savez, c'est un jeu que je suis. Alors non, c'est le nouveau. Ils ont relancé Metal Hurlant Dog Data. Ils ont relancé Metal Hurlant, c'en est déjà le numéro 3. Ouais, c'est ça. Et le procédé du nouveau Metal Hurlant, c'est, voilà, si tu sais, voilà. C'est le nouveau. Et donc du coup, celui-là, comme c'est le numéro 3, c'est que des nouvelles planches. C'était le numéro 2 qui était des anciennes planches. Parce qu'ils marchent comme ça, ils font... pour ceux qui connaissent, qui savent pas, il y a un qui sort où il y a des nouvelles planches de BD, des nouveaux artistes, des articles, tout ça. Un qui sort sur des anciennes planches rééditées et tout. Un qui sort sur des nouvelles, un qui sort sur des anciennes, etc. etc. Et oui, je suis grand fan de Metal Hurlant. Donc ils sont assez chers, mais ils sortent pas très souvent et surtout c'est de la grosse qualité et ils sont bien touffus. Ils sont plus touffus que vos livres de règles de figurines. Voilà. Et bien sûr, je les ai tous. Les nouveaux. Les anciens, j'en ai pas des masses. En même temps, j'étais jeune. Jeune, moi, en vrai. Pas si vieux que ça. Donc. Ah, puis comme un bouffon, j'ai pas démarré l'enregistrement. C'est pas grave, on fera téléchargement. Oh là là. Et en parallèle, vu que c'est très SF, j'ai vu que le nouveau Dune de Denis. J'ai vu le nouveau Dune de. Oui. Je l'ai vu aussi. T'en as-tu pensé? D'ailleurs, c'est qu'une première partie. J'attends vraiment la deuxième partie. J'attends ton avis. Je donnerai le mien après. Denis Villeneuve. Hello, the real buddy. Donc, t'as adoré toi aussi le Dune? J'ai pas dit que j'avais adoré, mais si, en fait, j'ai bien aimé. Mais bon, on va en parler, tiens, on est en morning papoting. J'ai beaucoup aimé, j'ai regretté 2-3 trucs par rapport à David Lynch, mais c'est un bon film. Ah, tu vois, moi, j'avais pas spécialement accroché David Lynch. Je trouvais ça pas ouf. Pour dire à quel point je trouvais ça pas ouf, avec les années, j'avais carrément omis de mon esprit toute la première partie du film de David Lynch. Et quand je l'ai revu, j'ai fait ah mais c'est vrai qu'il y avait ça. Et autant j'aime les films lents, j'aime les films contemplatifs aussi. Je suis un spectateur, enfin je suis assez cinéphile et du coup je suis un spectateur un peu particulier moi. Et du coup, en règle générale, j'aime ça, mais de David Lynch, tout le dépôt. Après, c'est très fidèle au bouquin parce que franchement, si vous l'avez lu, donc la première partie du bouquin, c'est dur pour rentrer dedans, quoi. Hein. C'est un peu, c'est un bouquin qui parle de rite initiatique finalement. Donc, rien que rentrer dans ce bouquin, c'est un rite initiatique. Hein. Faut souffrir, hein, je trouve. Je trouve, hein, c'est mon avis perso. Hein. Tu trouves qu'ils ont zéro charisme, les acteurs? Ouais, c'est beaucoup de têtes d'affiche, malheureusement. Et, par exemple, la Fremen,
Bah, c'est une actrice de Disney, quoi. Comme ils nous en pondent. J'aime beaucoup Chalamet. Après, il y en a, je trouve, qui s'en sortent bien. Après, ouais, je suis d'accord avec toi, Doc Data. Aquaman, bah, c'est pour attirer du public. Je pense qu'il est dans le casting, surtout pour ça. Je sais pas s'il a le bon, si c'était le bon casting pour ça. Mais maintenant, ça marche beaucoup comme ça, le cinéma. Il faut mettre des têtes d'affiche pour les gros blockbusters. C'est pour ça qu'on retrouve un peu tout le temps les mêmes. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que moi j'aimais bien. Bah, quand j'étais gamin, je me rappelle que souvent je découvrais des acteurs en découvrant le film, et donc du coup, ben, c'était plus facile de, de suspendre mon incrédulité, de me dire ok, cet acteur est le personnage, puisque je l'avais jamais vu ailleurs, que là maintenant, ils sont de partout. Et il faut être très bon pour te faire oublier que t'avais pas joué un autre rôle avant, quoi. Il y a certains acteurs qui le font très bien, d'autres moins. Là, on voit quand même encore Drogo, quoi. Enfin, perso, moi je vois toujours Drogo. Merci pour le follow, Real Buddy. Et bah c'est un peu dommage ça, ouais, je suis d'accord, le casting c'est un peu dommage. Mais par contre le film, enfin moi je vais juger le réal, c'est ce qui m'intéresse limite plus. Et le film, il est bon. Hein. Il est dans son style à Villeneuve. Après, si t'aimes pas Villeneuve, si t'aimes pas... Bah justement, je disais que j'aimais les choses lentes. Mais que David Lynch, ça m'a fait chier. Mais Villeneuve, c'est super long aussi. Il est super contemplatif. Mais moi, ça me va, c'est cool. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des beaux plans, il a des belles prises d'image. Après, il a eu un choix particulier. C'est pour ça que j'attends la deuxième partie. Il a décidé de traiter sous un angle qui est pas spécialement... qui n'est pas empreint du mysticisme que normalement est empreint Dune. Mais de ce que j'ai compris des interviews, il réservait ça un peu pour la deuxième partie, et je pense qu'il doit avoir une réflexion aussi de comment je porte ce genre de récit, qui est assez complexe et assez dur à digérer, à un nouveau public qui n'y connaît rien. Et c'est vrai que si tu connais pas un petit peu Dune, malgré la version de Villeneuve qui, je trouve, il essaye de poser les choses de manière assez simple, peut vite être perdu avec tous les noms et tout. Donc je pense que pour le réal, c'est pas forcément évident. Il faut pas oublier que ce sont des réals, c'est des productions américaines, donc je pense qu'il y a des gros cahiers des charges et des conditions qui sont posées en amont qui ne doivent pas être faciles à gérer non plus. Il y en a qui s'en sortent très bien avec ce genre de choses, qui ont l'habitude de cet exercice, mais d'autres moins. Je pense que Villeneuve a l'habitude. Il sait faire plaisir à ses producteurs, mais mettre sa patte à lui, quoi. Le film est bon, j'ai beaucoup aimé. Villeneuve a fait aussi le nouveau Blade Runner, et je trouve aussi en deçà du premier. Blade Runner, oui, il est en deçà du premier. Le premier, c'était une grosse claque. Il a posé les fondations de l'esthétique, d'une grosse esthétique cyberpunk. Ça a duré des années après lui, alors que le nouveau Blade Runner, non. Par contre, je trouve que pour une adaptation, enfin une suite, c'est un des plus malins. C'est un des gars qui a mieux réadapté une suite dans ce qu'on connaît du cinéma aujourd'hui. Il n'est pas tombé dans les travers du fan service malgré qu'il est le même acteur que dans Star Wars. Mais non, il est allé chercher d'autres interrogations, il a posé son esthétique, tout en restant assez respectueux de ce qu'est Blade Runner, je trouve. Mais il a fait son film. C'est ce que j'aime chez Villeneuve, c'est que c'est pas un vulgaire film de commande. C'est quand même sa patte, c'est quand même son travail d'artiste. Et comme je le dis encore une fois, dans le milieu du cinéma américain, c'est pas évident de s'imposer en tant qu'auteur. Il y a beaucoup de cinéastes français qui ont regretté leur expérience chez les Américains pour ça, parce que chez nous, on a un autre statut. En tant que réalisateur, on est un peu plus libre et artiste, quoi. On est un peu plus vraiment maître du projet que aux États-Unis. Ça, sur le papier, tu restes un techos, quoi. Ouais, t'as aimé, mais pareil. Disons que le Blade Runner, le nouveau, c'est un bon film. Le réalisateur est bon, il y a des idées qui sont super intéressantes, que ce soit dans l'écriture, mais surtout, c'est pour ça que j'aime Villeneuve, dans la mise en scène, avec une ambiance qui pose à lui et tout ça. Mais ça, c'est un bon film, c'est un bon film. Que Blade Runner 1, c'est pas un bon film, c'est une révélation. Le truc, il est monstrueux. Ne serait-ce que la performance, mince, j'ai oublié son nom, mais de l'acteur qui joue justement le répliquant, avec sa fameuse tirade dans la pluie, l'arme qui disparaît dans la pluie. J'ai oublié son nom. Bref. Enfin,
disons que c'est un bouillonnement de talent ce film. Il n'y a pas que le réal qui est bon. Enfin, tous les techos qui ont fait le truc à l'époque, ils nous ont fait une ville de malade mental. Les acteurs sont exceptionnels et voilà. C'est assez fou. Que le nouveau Blade Runner, c'est quand même... ce qui est bon dans le film, c'est quand même beaucoup du fait du réalisateur, je trouve. On reconnaît sa patte. Juste pour parler des petits regrets que j'ai eus maintenant par rapport aux sorties du moment, Dune et Blade Runner 2 sont, selon moi, de très bons films. Ouais, c'est ça, faut recontextualiser aussi. Après, il y a des très bons films qui sortent et qui sont marquants, même à notre époque. Même si j'ai l'impression qu'il y en a moins, mais après, je me demande si c'est pas une illusion du fait que tous ces films-là, quand je les ai découverts, j'étais jeune et je connaissais que dalle. Et que là, je vieillis et des films, j'en ai bouffé, donc du coup, je suis peut-être un petit peu plus difficile aussi. Et donc, quand je tombe sur un bon film, j'ai peut-être plus l'effet waouh. Je crois que ça arrive des fois, mais c'est assez rare. Ou peut-être que, ouais, je sais pas. Après, je pense qu'à un moment donné, à ces époques-là, il y avait aussi un cinéma qui était un peu plus couillu, faisait des trucs un peu fous. Et maintenant, c'est souvent un peu frileux, quoi. Mais du coup, Villeneuve, là, au moins, il impose son esthétique. Là où certains se plient, des esthétiques un peu préconçues. Je sais pas, je suis content que Villeneuve soit dans le paysage cinématographique en tout cas. Et ouais, ça a été tourné pendant le Covid, effectivement, ça devait pas être facile. Comme quoi, il a bien géré. Mais après, la différence du Dune de Frank Herbert, c'est que... De Frank Herbert. À la différence du Dune de Lynch. Herbert, il a écrit le bouquin, mais il n'a pas fait de film. C'est une époque maintenant où tu peux filmer aussi beaucoup en studio. Tu peux t'adapter plus facilement à mon avis. Mais bon, ça n'empêche que ça a dû être très compliqué. Esthétique sombre un peu à la Nolan des fois. Ouais, bah il est Nolan comme... même si je préfère Villeneuve sur l'esthétique. Mais Nolan comme Villeneuve, ils font des gros films type blockbuster finalement. Mais ils arrivent à y poser des esthétiques justement posées et plus contemplatifs. Ils travaillent vraiment les couleurs et l'ambiance générale. Et sur ça, ils ont un axe beaucoup plus... beaucoup moins mainstream justement. Et c'est cool. Ça permet... pour moi, c'est cool qu'il y ait ces réalisateurs-là parce que ils font du film grand public, entre guillemets. Mais ils apportent au grand public à voir autre chose. Et c'est important. Parce que souvent... on dit que les films mainstream et tout, c'est de la merde et que les gens du coup consomment de la merde. Mais en fait, moi j'ai toujours tendance à croire que si la plupart des gens regardent des mauvais films, c'est pas parce qu'ils ont mauvais goût, c'est parce que ils n'ont pas regardé plein de films et du coup ne sont pas construits un vocabulaire cinématographique. Et on a tendance à apprécier ce qu'on a l'habitude de manger. Ben c'est un peu pareil pour le cinéma quoi. Donc plus on diversifie leurs plats, plus ils vont développer un sens critique cinématographique et peut-être que des films pourris comme on a l'habitude de voir dans les top 5 des places de cinéma français seront obligés d'augmenter un peu leur qualité et leurs exigences quoi. Nolan plus S. Lager, c'était excellent je trouve, mais bon, ouais, tout ça reste... Oui, de toute façon ça reste subjectif. Après je pense qu'il y a toujours des... Deux, trois... Quand on parle de cinéma, vraiment, entre personnes qui aiment le cinéma, on peut quand même être un petit peu objectif, même si on n'est jamais objectif, mais je veux dire, on peut avoir des socles communs sur lesquels s'entendre pour savoir si telle ou telle chose est un bon film. Genre, moi, il y a des films que j'aime pas, ou de la musique que je n'aime pas, mais objectivement, ils sont bons, c'est juste que c'est pas à mon goût. Je pense qu'on peut quand même parler d'art en étant objectif. C'est pas qu'une affaire de couleur et de goût et de couleur comme certains aiment le faire croire. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des trucs de qualité. D'ailleurs, succès et qualité, c'est pas forcément... c'est même pas du tout lié. La qualité est censée aider au succès, mais... c'est pas intrinsèquement lié, je pense. Mais bon, le meilleur Dune, il n'y a pas de question, hein, le meilleur Dune, c'est le Dune de Jodorowsky, celui qui n'existe pas. Je sais pas si vous avez vu le documentaire, en tout cas, si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à le chercher, je pense qu'il est facile à trouver. Mais Jodorowsky,
C'est l'écrivain de... C'était un réalisateur, alors regardez pas forcément ses films, c'est peut-être même pas plus mal qu'il ait pas réalisé le film d'ailleurs. Enfin si, regardez-les, mais accrochez-vous, c'est El Topo, bon la première fois j'ai dit non c'est bon j'arrête, foutez-moi la paix. Ce mec est un timbré, il me fatigue. Même sans parler du fond, hein, juste la forme, les films de Jodorowsky c'était n'importe quoi. Oh, bref. Mais du coup, c'est aussi celui qui a écrit, ben, je sais pas, par exemple, les Métabarons. C'est trop fou de Jodorowsky, ouais. Avec Mick Jagger, ouais, non, mais il y a un casting de malade. C'est un bon Jojo. Mais je suis content que ce soit pas lui qui l'ait réalisé. Tu vois qu'il ait initié le projet. Il ait fait la team et tout, c'est cool. Mais je pense qu'à la fin, il fallait un autre réal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est pas fait. Parce que je pense que les producteurs, ils ont eu la même pensée que moi. Ils ont dit, ok, gros, c'est génial ton projet. Mais on veut un autre réal, pas toi. Parce que je sais pas ce que ça aurait donné Jodo avec du budget. Remarque, ça se trouve, ça aurait été formidable. Mais ça aurait été peut-être un petit peu trop... un petit peu trop de Jodo, quoi. Il a fait La Montagne Sacrée, si vous pouvez regarder. C'est complètement barré, mais par contre, vous avez compris. Ça se regarde autrement. El Topo, c'est vraiment dur à regarder. Genre, il y a des erreurs de plan, quoi. Il y a des erreurs de cinéma. C'est même pas des choix artistiques, c'est des erreurs de cinéma. Ce qui n'est pas le cas dans La Montagne Sacrée. Tout ce qui est chelou est un choix. C'est un peu son chef-d'œuvre de cinéma, d'ailleurs, La Montagne Sacrée, je pense. Chef-d'œuvre dans le sens, quand les étudiants artisans, finissent leur cursus, notamment chez les compagnons, font un chef-d'œuvre. Qui regroupe un peu tout ce qu'ils ont appris pour montrer l'étendue de leurs compétences. Je pense que La Montagne Sacrée de Jodorowsky, c'est son chef-d'œuvre. Après, le Dune aurait pu être son chef-d'œuvre. Mais Dune, c'est même... Ça fait partie de ses légendes, du coup, je crois qu'il est aussi intéressant parce qu'il n'existe pas. Pour ceux qui savent pas, le Dune de Jodo, il a réuni Moebius, c'est lui qui a fait connaître Krieger qui a dessiné Alien. Il a convaincu qui de jouer déjà Magma et un gros groupe anthologique, je sais plus. Bon bref, il a convaincu Dali de jouer dans le film. Bref, la liste est longue. Regardez le documentaire, il est formidable. J'adore écouter ce bonhomme. D'ailleurs, il fait partie de ces réalisateurs finalement. Il y en a plein, hein. Des acteurs, des réalisateurs, des artistes. Il y en a plein que j'adore écouter parler. Après, regardez leur travail, des fois j'aime, mais j'aime plus écouter le type parler. C'est un truc, voilà. Et Jodorowsky, c'est pareil, c'est un film de l'écouter parler, en fait. Christian Van der... Ouais, de Magma, ouais. Qui devait faire la musique des méchants. Mais il avait pris un groupe par faction, pour donner une teinte. Non, c'était complètement ouf. C'est un projet de fou qui a beaucoup tourné dans les studios, qui a sûrement inspiré beaucoup de films et surtout qui a fait connaître des gens qui nous ont donné d'excellents films, ou du moins qui ont travaillé sur d'excellents films. Il a vraiment fait travailler des pointures et il a fait se rencontrer des pointures. C'est un peu ce qu'on appelle des gens, c'est des hubs. C'est-à-dire que c'est les mecs qui réunissent les gens, qui font les connexions entre les gens. Et je pense que ça, c'était un des grands pouvoirs de Jodorowsky à son époque. Et il l'a fait dans le milieu de la BD après, et il a apporté beaucoup de bien à la scène de la BD. Et donc du coup je pense aussi du cinéma, sauf que ça nous est moins accessible. Mais je pense que le projet Dune démontre bien le vrai rôle de ce personnage dans notre univers culturel. Il a réuni des gens. Regardez ça, c'est mieux que Dune. Mais regardez Dune. Puis regardez les deux Dune pour comparer. Mais franchement, ouais, non. Moi, Lynch, j'aime bien son travail, mais celui-là, j'avais vraiment pas kiffé. Et je trouve que Villeneuve a apporté un soin à la cohérence. Il a essayé de... En fait, je pense que son travail sur le premier film, c'était vraiment comment dire, de te faire entrer dans un univers cohérent et d'arriver à rendre toutes ces informations digestes. C'est pour ça que je pense qu'il a pas mis l'aspect mystique. Il en a mis un peu, mais pas trop, il l'a parsemé. Pour que, voilà, déjà, les gens qui ne sont pas forcément spectateurs de Dune et tout ça arrivent à rentrer dans l'univers, arrivent à comprendre un peu les mécanismes. Genre, même dans les chorégraphies, le combat au couteau et tout ça, j'aime bien faire ça, moi. Regarder des films et chercher les incohérences.
Des fois, il y a des raccourcis scénaristiques ou des idées reçues qui sont beaucoup utilisées dans le cinéma. Et j'aime bien les traquer. Et je trouve qu'il est assez cohérent, même dans ses chorégraphies qui sont compliquées à... Comment dire, sont compliquées à inventer, puisque c'est de la SF, donc ce qui est en place devant nous n'existe pas, et on ne fait que des théories sur comment on s'adapterait à ça. Mais c'est plutôt pas mal comment il le fait. Et puis voilà. Et puis après, bah, vous pouvez aussi lire le livre, et il y a eu plein de livres qu'on suivi, notamment son fils, Herbert, qui continue à écrire d'ailleurs, je crois. Après, Dune, c'est de la SF mystique, hein. Ça vient bien de son époque. La drogue y était vachement moins chère et de meilleure qualité. C'est pour ça que ça intéressait Jodo, je pense. C'est pas... Si vous pensez que vous aimez les SF parce que vous regardez Star Wars, c'est mort. C'est mort. Star Wars, déjà, c'est pas de la SF, c'est de la bête fan, mais dans l'espace. Et voilà. Et si vous aimez la Art Science, c'est pas ça. Si vous aimez... Vous aimez la trilogie de Mars, par exemple, c'est la Art Science, c'est pas ça non plus. C'est très mystique. Mais ça se rapproche un peu, du coup, peut-être du plus grand de la SF, hein, qui est Kadik pour moi. Le Kadik a toujours une petite notion mystique quand même derrière. C'est vraiment d'anticipation. Ouais, c'est ça, c'est le fils de Herbert qui a continué avec d'autres écrivains, il me semble, mais ouais, il y a tout. C'est un truc à lire. Ah bah après il fait partie des grands noms, si on s'intéresse à la SF, ne serait-ce que pour sa culture personnelle, c'est quand même... je pense bien d'au moins en lire un, le premier quoi, et après si ça nous plaît on continue la suite, mais... parce qu'après il n'y a pas que la question aussi de l'univers, il faut adhérer au style d'écriture de chacun, ce qui est pas forcément évident. Des fois ça peut te gâcher un livre parce que ben, t'aimes pas comment le gars il écrit quoi. C'est classique. Moi, je me fais un peu violence, des fois, parce que les univers m'intéressent vraiment. Je crois qu'on a des goûts communs, Ubik, de Kadik. Ouais, bah, c'est mon livre préféré aussi, ouais. C'est pas des goûts communs, c'est l'évidence. C'est le meilleur livre de SF. De toute façon, c'est le meilleur écrivain de SF, et puis c'est tout. C'est marre, y a pas de débat. Non, Kadik, il a... Bah, on parlait de Blade Runner, ça vient de Kadik. Hein. Parce que les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, le titre du bouquin en français. Mais qui est pas forcément son meilleur d'ailleurs. Mais Ubik, oui non mais lisez Ubik. Arrêtez tout, posez tout, lisez Ubik si vous n'avez pas lu Ubik. J'en ai tellement parlé à ma femme d'Ubik qu'elle s'est emmerdée à chercher une version coréenne pour le lire. Parce que ma femme est coréenne, pour ceux qui ne savaient pas. Et quand elle l'a lu, elle m'a fait putain, mais on va voir ça en film. Ouais. Moi je sais pas. Je sais pas, j'ai tellement aimé le bouquin que je sais pas si j'ai envie de le voir en film, mais oui, Ubik c'est... Ubik c'est de la folie. Ça m'a inspiré beaucoup. Ça m'a beaucoup porté. D'ailleurs, ils ont fait... il y a passé un temps, ils avaient fait une série sur de courtes nouvelles de Kadik. C'est décevant, mais ça a le mérite de parler de Kadik, et donc peut-être de faire découvrir à certains. Pareil, Kadik, formidable à lire, mais aussi formidable à écouter en interview. Hein. Il y a des super interviews où il était à l'université de Nantes, je crois. Enfin, n'hésitez pas, il y a des livres entiers sur ces interviews, et justement, il parle... de ce qu'il y a derrière, de qu'est-ce qu'il entend quand il parle d'Android, parce que en fait finalement la plupart du temps il parle pas de SF. Hein. Il parle d'identité, de l'humanité, de métaphysique, enfin bref. Ancien Minority Report, Total Recall. Ouais. Tout ça c'est tiré de Kadik. Il était perché, oui, mais c'est une époque, comme je dis, hein, c'était plutôt accessible et de qualité. Finalement, on l'a beaucoup interdit, mais regardez... la différence entre les auteurs de l'époque et les nôtres. Je sais pas, est-ce qu'on a fait un bon choix? Peut-être pour la santé publique? Pas sûr. Peut-être que les réalisateurs des Avengers devraient prendre un peu plus de LSD, je ne sais pas. Mais Kadik, ouais, non, Kadik qui avait été plutôt satisfait des images qu'il avait vues de Blade Runner, le film, de ce que je sais, des interviews que j'avais lues. Mais Kadik, il avait l'air tranquille, hein. Enfin, franchement, faut écouter ses interviews. C'est pas Asimov, tu vois. Asimov, un grand nom de la SF, encore une fois. Lisez Fondation, lisez Les Robots, très très intéressant. Mais il était un peu plus imbu de sa personne, il pensait vraiment que c'était un génie de la SF.
qui a dit qu'il pensait qu'il était surveillé par la CIA. Et qui a dit qu'il essayait de survivre. C'est pour ça qu'il a écrit tellement de bouquins en fait, parce qu'à l'époque c'était des romans de gare et ça rapportait que dalle. Donc du coup il devait en écrire beaucoup. Mais malgré ça, il arrive à faire des trucs de qualité. Il a réussi à faire une nouvelle sur la planète Terre, comme quoi la planète Terre n'existerait peut-être pas, ça devient une légende urbaine. Et la nouvelle elle doit faire 10 pages, mais elle est excellente quoi. Si tu aimes Kadik, tu aimeras peut-être Demain les chiens. Bah non, je connais pas. Putain, je vais regarder direct. J'aime bien quand vous me faites découvrir des trucs. Demain les yinches. Ouais. Mais puis en plus pour lui c'est son œuvre, c'est les robots, mais Fondation c'est trop bien, les concepts qui sont abordés et même cette façon d'étirer dans le temps un récit, c'est assez incroyable. C'est assez vertigineux. Alors Decimac, Demain les chiens. Clifford Decimac, une œuvre romanesque, recueil blablabla. Que se racontent les chiens? C'est contes classés chronologiquement. Ah, il y en a plusieurs? Ah non, c'est plusieurs contes dans un seul livre, c'est ça? Bah écoute, je vais mettre ça dans un coin et j'irai regarder. Vu le petit échange qu'on vient d'avoir, j'ai plutôt confiance si tu me conseilles quelque chose. Un one shot? Bah c'est bien. C'est bien, parce que par exemple Fondation c'est très bien, mais il y a plein de bouquins, donc j'ai jamais fini. Comme tous les trucs où il y a plein de bouquins. Comme les mangas, ouais c'est très bien les mangas, mais ils font trop de tomes. J'aime bien les one shot que ça, je lis, et puis voilà, on n'en parle plus. Tiens, en parlant de SF, je vais vous faire découvrir ça. Est-ce que je peux vous faire découvrir ça? Je peux vous faire découvrir ça. Enfin, découvrir, vous connaissez peut-être. Comment qu'on fait? On fait comme ça. On ouvre Twitch. On va encore faire du Twitch Inception. Attention les yeux. On passe à la scène écran. Ah, je me vois en double. C'est perturbant. En plus, je vois le lag. T'es fan de manga mais pas de One Piece. Je suis fan de certains mangas. Moi, je suis fan de... Enfin... Je suis pas fan de format en soi, donc je vais pas dire que je suis fan de manga. Moi, je suis fan de récits. Quand ils sont bons. Soit des mangas, des BD, des livres, des films. Je m'en fous. Faut que je le trouve. Je vais peut-être vous enlever ça. C'est banal. Non, c'est rigolo. Non, c'est rigolo. On parle de SF. Et ouais, voilà. Moi, je trouve ça rigolo. Va falloir que je le trouve, par contre. Parce que sachez que sur Twitch, il y a plein d'artistes, notamment, bah là par exemple, c'est le dessinateur de Mouse, là. Merde, comment ça s'appelle, la petite souris Bref, il y a plein d'artistes, notamment de BD, qui bossent souvent en stream. C'est cool. N'hésitez pas à vous balader. Sur stream, vous allez trouver des trucs géniaux. Et surtout, ben, les mecs, il n'y a pas grand monde sur leur live. En train de bosser, forcément, ça... C'est plutôt chill, mais du coup on peut discuter avec ces artistes et ça c'est super. Et voilà, c'est celui-là que je vais vous montrer. Il y a Mathieu Bablet. Il est sur Twitch. Ouais, on est d'accord. Doc. Il y a Mathieu Bablet qui est sur Twitch. Donc Mathieu Bablet, qui est Mathieu Bablet? C'est un dessinateur de BD qui a fait notamment... Merde, Carbone et Silicium. Un super ouvrage d'ailleurs, je l'ai. Je vais vous montrer ça. Bon bah ça va être une matinale littérature, c'est bien. J'aime bien, ça change un peu. Désolé Mars, on parle de toi à la fin. Désolé Minus. Alors ouais, c'est une sacrée BD. Bon pareil, ça a un certain prix, mais forcément. Oh quoique non, elle est vraiment pas chère pour le... Regardez-moi ça. Dites-vous que... Ça, couverture souple, typé magazine, même si c'est un magazine avec plein d'auteurs. Ça, grosse couverture quali, c'est quasiment le même prix, incroyable. Donc Mathieu Bablet a fait une BD de qualité, et en plus il l'a fait pas cher du tout.
Incroyable. Bon, bref. Vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus. Et pas forcément de l'acheter. Vous pouvez aussi... Enfin, ça se trouve en bibliothèque et tout. Moi, je sais que j'ai pas ce réflexe-là. J'ai tendance à acheter les bouquins, mais... Il y a plein d'endroits où on n'est pas obligé de payer nos bouquins. Juste à les lire. Et puis si ça nous plaît vraiment, ben, on achète le bouquin. Comme ça, on donne des sous à l'auteur. Et donc, c'est de la SF, pareil, qui se déroule sur un temps super long. On parle de plein de choses. Et surtout, il a un style graphique qui est complètement ouf. Je suis grand fan, Mathieu Badet. Et donc, du coup, c'est édité par Ankama Studio 619, cette BD-là. Ankama, qui sont pas très loin de chez moi d'ailleurs, ils sont à Roubaix. Et moi, je suis à Lille. Je peux y aller à pied si j'ai envie. Et donc, Mathieu Badet, tac, bah, il fait des lives où il est en train de bosser. C'est super intéressant, même s'il parle pas des fois, enfin, il parle en plus. Mais même si quand il parle pas, tu regardes. Enfin, moi, je sais pas, moi, ça me fascine. Hein. J'adore ça. Je suis encore en train de m'affaisser dans mon siège. Et du coup, comme on n'est pas 1 milliard sur ses lives, eh ben, tu peux discuter avec lui. Et c'est super enrichissant. Voilà. La France a un incroyable talent et on n'en a pas qu'un. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne de Mathieu Badet. Et surtout, n'hésitez pas à lire ses BD. Mais d'ailleurs, ben le studio là, 619 de chez Ankama, ils ont des bonnes prods. Hein. Ils vont chercher des trucs un peu particuliers. Bon, et je suis allé chercher ça. Je vous remonte la couverture en étant en plus grand. Super. Endless Chronicle, un streamer de ouf. Jette un clic si tu veux. Vas-y, attends. Je vais d'abord vous mettre Inda le chat. Attends. Hop. Inda le chat. Mathieu Badet. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc ça c'est la chaîne de Mathieu Badet. Et toi tu me dis Endless Chronicles. C'est parti. On va regarder ça. J'écris ça comme tu l'écris. Yes. Mais follow, enfin regarde surtout ces BD si t'as l'occasion. Après là c'est quand tu travailles, si ça t'intéresse le travail de BD, c'est intéressant, mais ça reste des sessions de travail. Hein. Il anime pas, enfin il cherche pas à animer un stream même s'il parle beaucoup. Je crois que ça l'aide en fait de bosser. Je comprends. Enfin, un peu moins seul peut-être. Alors, Endless Chronicle. Film. Je vais remettre en scène écran. Voyons voir. Mon dernier stream. Alors c'est qui commence. Ah mais c'est un film, c'est quoi ça? C'est même pas un stream, c'est un film. À ce niveau-là. Où il parle? J'entends rien. Ah oui mais j'ai pas mis le casque. Le Tix. Non j'ai pas de son. Ah si. Ouais non c'est un film. Ah attendez. Hop, j'enlève le son. Ok mais c'est carrément un film ces lives. Oh doucement le son. Ils sont timbrés dans son chat. Ça m'intrigue ton truc là. Donc ça c'était pas vraiment un stream classique. J'ai l'impression que c'était un stream performance finalement. Vers le chat où on fait
Yes, et là, il travaille. Ah, il explique comment il taffe. Donc du coup, il fait de l'animation en live, en fait. Ah, mais c'est un malade mental. Je suis, direct. Merci pour la découverte, Doc Data. J'irai voir ça après. C'est des expos, des perfs, ouais. Ça a l'air ouf. Ça me rappelle quand j'étais au Beaux-Arts. On était un peu perchés, nous aussi. Maintenant, je suis vachement plus tranquille. Ah, super. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe. J'irai voir direct après le stream. Ah oui. Regarde ce qu'on m'a offert, Doc Data. Celui-là, il date de 1980 tout. À l'époque, il valait 20 francs. Incroyable. Ça faisait 10 francs suisses. Un petit cadeau que j'ai eu à un de mes anniversaires. Pour me consoler du fait que c'était le second tour des élections. Un pote qui a pensé à moi au dernier moment, comme ça, c'était cool. Cadeau improvisé, mais bien trouvé. J'étais ravi. Donc voilà. Plein de SF, mais si vous voulez un... Moi, je suis... Enfin, j'aime plein de trucs, mais on pourrait se faire une session, justement, où on parle de ça, quoi. C'est vrai que je suis plutôt... J'essaie tout le temps de vous parler de figurines et tout ici, parce que c'est, pour le moment, l'axe principal de la chaîne, mais... En vrai, j'ai envie de vous parler de créa en règle générale, et on peut parler de films, on peut parler de bouquins, on peut parler de plein de choses. J'aime énormément de choses, de la musique. Je faisais de la musique aussi. Bah, tu vois, typiquement, ce que tu m'as montré là comme streamer, là, c'est du VJing, mais qui fait en stream. Moi, j'ai traîné dans des univers comme ça. Justement, on faisait de l'interaction, des installations interactives. On faisait des sons expérimentaux, de la vidéo. On transformait de la vidéo en son et du son en vidéo. Voilà, on s'amusait beaucoup. C'était encore plus perché que... Enfin, c'était plus perché que ce que je fais actuellement, effectivement. Kamen est un comique que j'ai trouvé très inspirant pour les conversions et les dioramas. Tu connais, ça me parle, mais pas sûr. Hop, ça on voit de quoi tu me parles. Tu aimes les univers sombres et vides et tristes, n'est-ce pas, Doc Data? C'est pas très joyeux, hein, mais c'est très beau. J'aime beaucoup. Et tu vois, c'est aussi pour ça que ouais, quand j'ai été plus jeune, j'ai eu une période où bah, je kiffais bien les comics et les mangas. Oui, c'est très contemplatif, je suis d'accord. Très bucolique. Euh, J'aimais bien les comics et les mangas parce que voilà, je découvrais, j'étais jeune. Mais maintenant que je vieillis, je reviens sur des BD comme ça. Parce qu'il y a une qualité de réalisation où les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Un comics ou un manga, c'est de la prod en masse. C'est des procédés de colorisation qui sont pas ouf, bien souvent. Et quand c'est ouf, c'est des éditions spéciales. C'est en plus, c'est fait exprès pour être ouf. Alors que là, bah, c'est juste, ben, la BD, elle est ouf, voilà. La réalisation est ouf. Il y a un soin apporté. Non mais regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ce travail d'illustration. Mince, elle est où l'image? Je veux voir l'image. Mais il va forcément m'ouvrir ça à chaque fois. Ouvrir l'image. Voilà, c'est complètement fou. Ça, c'est du vrai travail d'illu. Je veux dire, le manga, c'est une série de dessins qui te racontent une histoire, bien souvent. Je pense notamment à ceux qui sont populaires, hein, les One Piece et compagnie. Que là, t'as une petite œuvre d'art à chaque page, quoi. Je parle pas, mais pour moi, ils jouent pas dans la même cour. Et donc, encore une fois, succès n'est pas talent ni travail. Parce que là, il y a un niveau que n'a pas un dessinateur de One Piece, typiquement.
ou Naruto. Mais je pense pas qu'il ait le succès d'un dessinateur de One Piece ou Naruto. Bah tiens, quitte à regarder des images, je vais vous montrer Carbone et Silicium. Parce que c'est pareil. Carbone et Silicium, c'est une petite œuvre d'art à chaque page, quoi. Et en plus, les thèmes abordés sont complètement fous. Ça va loin, c'est bien travaillé. Après, bon. Après, il y a des images comme ça qui font vachement plus BD que ce que tu as montré. Le tien est et artistique de, comment dire, contemplatif de tout long. Et voilà, ça s'interdit pas des pages comme ça, quoi. Ça, c'est des grosses pages dans la BD, hein. Puis il a un soin du détail. Enfin, tu peux passer des heures à regarder une case. C'est complètement fou. Voilà, ça c'est une page. C'est pas Boruto qui ferait une page comme ça, hein. Voilà, quoi. Non, non, il y a des trucs super. Il faut juste avoir l'occasion de les rencontrer, quoi. Euh, Et donc, du coup, pour en revenir à ce qu'on parlait au début, Villeneuve, eh ben, il permet au public de rencontrer une autre esthétique, au grand public de rencontrer une autre esthétique, de rencontrer d'autres univers comme Dune, et donc du coup peut-être petit à petit les amener à avoir des choses un peu plus couillues dans le genre, donc la limonade édulcorée qu'ils ont l'habitude de bouffer. Donc merci Villeneuve d'oser mettre ta patte artistique dans des productions mainstream. Voilà. Rien que pour ça, en fait, j'apprécie ces films. Déjà, rien que pour ça, même sans avoir vu le film, je dis merci de le faire, quoi. Maintenant, en plus, j'apprécie le style qui est très lent, contemplatif. Il pose des ambiances, il aime poser des ambiances avec la couleur et tout, et un vrai travail de l'image. Bon, et moi, comme je l'avais déjà dit, je viens du fanzine et tout ça, donc vous vous doutez que l'image, j'aime ça, hein. Donc, quand un artiste prend le temps de travailler son image, bah, moi, ça me fait du plaisir, plutôt que de reprendre les recettes qui marchent à chaque fois. Regardez bien les codes couleurs de Villeneuve, hein, et vous verrez que c'est pas les recettes qui marchent à chaque fois. Il cherche ses trucs à lui. Alors que si vous prenez n'importe quel Avenger, vous parie que vous trouvez la moitié des plans, ou si vous faites attention, vous mettez pause et vous prenez la pipette dans un Photoshop ou je sais pas quoi, vous allez voir qu'il y a du orange et du bleu. Systématiquement. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait marquer Étalonnage Avenger. Ça marcherait ça. Non. Dans les grosses blockbusters, vous l'avez tout le temps. Mais ça va être des images de. Ça, c'est dans le film, par contre. C'est une recette qui marche et il l'utilise très souvent. Bon, là, elle est un peu plus discrète, mais elle y est. Je vais pouvoir vous expliquer ce qu'on a en meilleure quali. Bon, c'est une affiche de film, mais la recette est là. C'est le bleu, et au milieu, jaune-orangé. Et souvent, voilà, les peaux sont plus orangées qu'elles ne sont réellement. Ça, c'est des techniques que vous pouvez réutiliser en peinture, hein, ça marche, hein. Mais c'est des harmonies colorées, mais enfin, là, c'est des opposés. Euh, Bleu, vert, jaune, orange, rouge. Ouais, c'est ça. C'est opposé. Et du coup, ça marque l'œil. Et c'est une recette qui se sont rendus compte que ça marchait très bien. Et puis, du coup, maintenant, ils le font dans toutes les grosses productions hollywoodiennes. Putain, j'ai écrit Avenger comme un caca. Ouais. Vous amuserez à regarder, mais vous allez voir, il y a beaucoup. Et pas forcément Avenger, là, j'ai pris Avenger parce que voilà, c'est le gros succès, mais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Chut, merci. Piou piou piou. Donc voilà. Ah, c'était cool. C'était inattendu. On fasse ce petit moment cinéma et œuvre de SF. Merci pour ce petit moment, Doc. Doc et, euh, Doc et Real Buddy, hein, pour participer à la conversation. Merci à vous. Blame, ah bah Blame, oui. Ah voilà, mais c'est l'exception à la règle. Et Blame, c'est ouf. Blame, c'est ouf, parce que son travail, comment dire, un Naruto, tu vois.
Va y avoir une narration de l'action, du mouvement quand même, parce que c'est un truc de combat et tout, donc je ne dénigre pas. Mais grosso merdo, c'est un décor que tu poses et tu mets tes petits personnages et ils racontent une histoire. Blame, enfin, tous les aspects graphiques de la BD, du manga. Blame, c'est un manga, je vais vous montrer aussi. Ah, on se montre tellement de trucs. Euh, Blame, tous les aspects du manga te parlent. C'est-à-dire que l'architecture et les plans que te montre et la configuration de la page, te raconte une histoire. Blame. Blame, ils ont fait un. Voilà. Blame, ils ont fait une version d'ailleurs sur Netflix qui est un peu naze, hein, parce que c'est en 3D en plus. Il n'y a pas du tout le côté impressionnant de la BD qui est dû à son graphisme. Voilà, ça, c'est du Blame. Il y a un gigantisme dans Blame. Tu te sens vraiment tout petit, même en tant que lecteur. C'est pas, t'as l'impression que ça finit jamais, quoi, le truc. Tu sais pas où ça va. Voilà. Beaucoup de grosses architectures comme ça. Des trucs qui n'en finissent pas. Ça, voilà, ça c'est Blame, c'est un des mangas où chaque page, effectivement, c'est une petite œuvre d'art. Bah, ça m'étonne pas que ce soit un ancien architecte, l'auteur, hein, effectivement. Blame, c'est assez ouf. Après, il y en a, hein, je dis pas, je crache pas sur le manga, j'en lis. Il y en a plein. Là, par exemple, j'ai l'intégrale de Planète, les nettoyeurs de l'espace, là. Euh, Si tu veux du beau graphisme, bah, pareil, un qui est très connu, que tout le monde connaît, c'est Berserk. Berserk, c'est assez fou, hein. La première fois que j'ai découvert Berserk, j'étais fou. Si on veut rester dans le cyberpunk, ben, Gum, bien sûr que j'ai adoré Gum. C'est génial, Gum. Ah, il y a de belles choses. Mais regarde, tout ce que je viens de citer, c'est pas ce qui a le plus de succès, hein. C'est ce qui a le plus de succès dans ce qui n'a pas le plus de succès, hein. Parce que ce qui a le plus de succès, ben voilà, non mais Naruto planche. Je vais voir une planche de BD de Naruto. Là, c'est pour me faire mentir un peu. C'est assez graphique. Bravo les gars. Mais sinon, voilà, c'est vraiment les BD comme ça, c'est vraiment une science du mouvement. Après, ça parle, hein. Tiens, je vais vous faire découvrir ça. Et enfin, je veux dire, c'est pas anodin de choisir les cases comme ça. Et il y a un vrai travail de mise en page qui peut être super intéressant. Paf. Je vais vous faire découvrir ça aussi. Euh, Putain, je vais marquer quoi? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah ben non. Là, vous voyez mon YouTube personnel, vous voyez ce que je regarde. BD, si je mets juste BD, ce qui me le ressort. Non. Si. BD Mancy, je sais pas si vous connaissez. C'est une petite chaîne YouTube. Oui, une petite chaîne YouTube. 1000 abonnés, c'est pas ce qu'on appelle une grosse chaîne YouTube. Du coup, il fait de l'analyse de BD, surtout de composition d'images. Vidéo. Bah, par exemple, là, il a analysé Berserk, la scène de combat, il analyse des scènes de combat. J'ai trouvé très intéressant, par exemple, Invincible. Et du coup, il explique les choix des auteurs, il explique ce que ça induit et tout ça, et c'est super intéressant. Il apporte plein de sujets de BD. Allez, pareil, copier. Non, accueil. Copier. Hop. Vous allez aller voir, je vous mets le lien. Mais c'est super intéressant de parler de BD. Notamment, il parle de ceux qui aiment le cyberpunk et tout. Il parle d'un incontournable qui n'est pas du manga, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, on a l'impression que le cyberpunk c'est du manga. Mais il parle de Transmétropolitane, une BD cyberpunk, c'est un grand classique quoi. Il faut l'avoir lu au moins une fois. Au moins un tome, au moins une fois. Très intéressant ce qu'il fait, n'hésitez pas à aller voir. Au tout début, je parlais de Mars. Donc oui, donc il va y avoir le premier supplément. Sort de Mars. Warren
Hélice Transmétropolitane, ouais, un grand classique, effectivement. C'est comme, je sais pas. Pour moi, en BD sur les questions les notions de cyberpunk, le travail de Warren Ellis, c'est comme Blade Runner en fait. C'était obligé de l'avoir vu. Si vraiment ça t'intéresse comme domaine, quoi. Ouais. Si tu survoles la question et que tu papillonnes, tu t'en fous, mais si t'es vraiment fan de ces questions-là, faut passer par cet auteur, c'est sûr. Moi, ça me parle parce qu'il est un peu punk énervé, quoi. C'est un anarcho, le gars. Ça me fait marrer, moi, j'aime bien. Donc, le prochain. Je me perds. Désolé, Hugo. Le premier et prochain, le premier. Supplément de Mars Kodora, l'escalade de la violence est prêt. Donc, ils pouvaient le distribuer direct en PDF, mais ils nous ont demandé avant si on préférait, sur la page du Facebook, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Ils nous ont demandé si on préférait pas plutôt avoir un bouquin et si on était prêt à mettre un peu plus cher pour l'avoir quali ou si on voulait baisser un peu le prix et du coup baisser un peu la qualité. Moi j'ai répondu qualité. Et on est beaucoup à avoir répondu ça. Donc je pense que comme celui-ci présent, il sera auto-produit. Parce que celui-là maintenant il est accessible, il est produit, enfin il est édité par Tomahawk, mais c'est la version souple. Moi j'ai la version dure, c'est celle qui était publiée, enfin qui était en autoproduction, en impression à la demande. Et donc le supplément sera sûrement, utilisera sûrement cette méthode-là. Parce que c'est pas forcément rentable, je pense, pour le studio Tomahawk de faire imprimer et éditer un supplément. Bah moi c'est sûr je vais l'acheter. Voilà. Et du coup je me suis dit, ben je vais mettre en... Ouais, je sais pas si je vais mettre en suspens parce qu'en même temps on a bientôt fini. Hein. Mais je vais faire des lives aussi de conversion. Mais sur Mars pour reprendre un peu ma faction et fêter un peu l'événement que le supplément arrive quoi. On peut me sortir les doigts pour pouvoir jouer ma faction sur Mars. Il est là-bas. Il est là-bas. À quoi que je peux aller sur Insta, c'est plus simple. Bah oui. Waouh, waouh, waouh. Donc oui. Parce qu'en ce moment, donc je fais les lives. Euh, les lives conversion, kit bashing sur Warbound, donc ça donne ça, pour ceux qui n'avaient pas vu. Hop. Voilà. On a un peu avancé la dernière fois. Enfin, un peu beaucoup même. Et on a commencé des nouveaux aussi. On va faire quelqu'un qui vole. Ben voilà. On est bientôt fini. Et j'aimerais bien recommencer à faire un petit live Mars. Justement, pour être dans l'actu. Et me remotiver avant la sortie du supplément. C'est un petit moment qu'on l'attend. Moi j'ai beaucoup accroché en projet Mars. Un truc que je suis, donc voilà. C'était une figurine que j'avais faite. Il y avait un concours qui était super d'ailleurs. Moi j'aurais bien aimé qu'on refasse des concours comme ça. C'est vraiment trop bien. Alors déjà, il y a le jugement de la conversion et la peinture, ça c'est assez classique. Mais on devait écrire un petit texte narratif sur, sur les figurines qu'on faisait et tout. Et ça c'était super et ça comptait dans la note finale. Je trouve que c'était une super idée. Voilà. C'était ma conversion. Et là. C'est vrai que vous l'avez déjà vu. C'était du gros kit bashing de porc. Voilà. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5,
Il y a 5, 6, 7 figurines peut-être différentes. De kits de figurines différentes pour faire ça. J'ai tout simplement pris principalement, il n'y a pas que ça, mais principalement les comment ça s'appelle là, les trucs qui sortent chez Hachette quoi. Merci. Et du coup, j'avais montré aussi le process que je faisais, donc de dessiner. Ah voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je me suis planté. Il y a 8 bits, enfin ça provient de 8 figurines différentes, parce que ça c'est pas son bras. Et du coup, je montrais le process de dessin. C'est comme ça que j'avais développé ce que je voulais faire, tout simplement. Je vous laisse aller voir sur Instagram si vous voulez voir un peu plus. Ah, ça pourrait être cool de la faire celle-là aussi. Hein. Je m'étais bien éclaté à la dessiner. Et du coup, celle que je vous ai montrée, elle partait de cette illustration-là. Pour ceux qui se demandent, c'est de l'aquarelle, mais en pinceau déjà rempli. Et elle est très très pigmentée. C'est chez... je sais plus chez qui c'est. Bref. C'est de l'aquarelle. Ça, c'est du feutre. Donc voilà, j'avais fait des petits dessins, j'avais développé tout un univers, j'ai écrit un texte, j'ai commencé les conversions, et puis j'ai la vie faisant que ceux qui me connaissaient d'avant, vous avez vu que je faisais plus rien. Parce que le boulot, j'arrivais pas. J'arrivais pas à gérer les deux. Maintenant, ma vie est un peu différente et je peux gérer. Du coup, j'aimerais bien m'y remettre. Et donc, cette sortie de supplément, ça m'a fait tilt en mode ah, remets-toi à faire un Mars. Surtout que j'en avais une qui était déjà faite, qui n'attendait plus que d'être peinte. Alors, comme je me sens pas peintre, je ferai pas forcément un live peinture, je pense pas. Après, je peux lancer un live quand je peins, parce que quitte à peindre, autant ceux qui veulent venir discuter, quoi, mais j'arrive jamais à faire le focus, hein. Je comprends pas trop comment ça marche. Après, j'ai une petite webcam dégueulasse. Hein. Enfin, bref, j'avais ça qui était en cours. Faut que je peigne. Mais du coup, je me suis dit que je pourrais faire un live, plusieurs lives forcément, parce que vous avez vu que ça prend du temps, mais live conversion, mais du coup sur Mars pour fêter la venue de ce nouveau supplément. Et là, quand je suis en train de regarder mes dessins, je me dis, ça serait une grosse pièce, mais du coup, ça changerait un peu de ce que je suis en train de faire sur Warband. On attaquerait une autre façon de travailler la conversion, sur de la grosse pièce, et surtout, pour faire le véhicule et tout, je pense qu'on irait plutôt piocher dans des objets qui ne sont pas prévus pour la figurine. Ça apporte un nom d'ailleurs, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le fait d'aller prendre des bouts qui n'ont rien à voir avec la figurine pour en faire des figurines. Enfin bref. Ça pourrait être cool de faire celle-ci. Merde, je vous ai pas mis. Et ça pourrait être cool de faire celle-ci. Celle-ci en conversion du coup pour Mars. Je suis en train de me dire là, je pense à l'instant. Hein. C'est sûr que je voulais faire de la conversion Mars, mais y remettre. Mais celui-là. Ce que j'aime bien dans ce dessin et qui j'envisage en figue là, c'est surtout avec les 3 personnages, la grosseur du truc, c'est une mini scénette finalement. Là on voit le mec il est en train de sauter, il s'accroche, il se prépare à tourner. Lui il se prépare à lancer son harpon, enfin je sais pas, il y a un petit truc qui se passe. Ah ça pourrait être cool. Donc voilà, j'annonce, il y aura sûrement sur ça d'ailleurs, du coup, il y aura un live conversion. Alors, je vais pas changer de règle. C'est le stream qui s'adapte à ma vie et non pas ma vie qui s'adapte au stream. Donc, comme il fait super chaud et tout ça, je pense qu'il y aura principalement des streams nocturnes ou matinaux sur le Mars. Après, stream matinal, ça pourrait être pas mal. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant. Regardez les réseaux, checkez tout ça, mais ça va passer sur le billard. Le docteur dit va faire du Mars Code Aurora. Je vais peut-être vous enlever ça, c'est banal. Non, c'est rigolo. Non, c'est rigolo, on parle de SF. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça rigolo.